Bonjour à tous, mon nom est Pascal Borel et je vous parle des montagnes suisses. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des théories du complot. Je reçois énormément de messages et d'ailleurs je remercie tous les gens qui m'en envoient. S'il vous plaît, continuez, ça m'est très utile. Je reçois énormément de messages de gens qui, en toute bonne foi, me semble, sont plus apeurés par les conséquences politiques, privation de liberté, complots qui sont ourdis derrière la maladie que par la maladie du Covid-19. Et moi, je ne peux pas croire aux théories du complot organisées par quelques cerveaux supérieurement intelligents qui veulent mettre la planète à sac pour s'en remplir les poches encore plus. Qu'ils s'appellent Illuminati ou autres, pour moi, ça reste des romans de science-fiction. En revanche, je crois à l'évolution des espèces et à la façon dont nous autres êtres humains allons occuper les niches qui sont laissées disponibles par d'autres, ou les niches économiques, politiques, industrielles, financières que nous avons créées à travers les structures très complexes dans lesquelles nous évoluons aujourd'hui. Et je pense qu'il est normal qu'à partir du moment où une structure est à disposition d'êtres humains pour qu'ils puissent en extraire leur qualité de vie, eh bien c'est normal qu'elle soit utilisée, qu'elle soit occupée. D'où ma conviction qu'il faut simplifier l'ensemble de nos structures, qu'elles soient légales, politiques, économiques même, financières, parce que le coût de cette complexité ne peut pas être assumé aujourd'hui par notre travail. À savoir que ce que nous produisons comme valeur ne peut pas payer pour la complexité du système dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Et alors, on vient vers moi et on me dit il nous enlève nos libertés. Et on le voit à travers des manifestations aux États-Unis qui, à mon avis, sont plus, dont l'origine est plus le fait que des gens doivent faire des centaines de kilomètres par jour pour trouver de la nourriture, pour nourrir leurs enfants. Ils ont besoin d'aide, ils n'ont plus d'argent, ils ne travaillent plus. Et ça commence à provoquer des manifestations qui sont importantes malgré les quarantaines demandées. On voit aussi que, certes, il y a des systèmes, par exemple à New York, qui sont en train d'être mis en place avec l'appui de Bloomberg, qui finalement ne font que copier ce qui se passe, par exemple en Corée du Sud, où dès que vous voulez travailler, dès que vous voulez sortir, vous devez avoir une petite application sur votre smartphone pour pouvoir donner votre localisation et dire où est-ce que vous avez été, est-ce que vous avez été en contact, oui ou non, avec une personne qui a été infectée, et si tel est le cas, vous êtes pendant 15 jours en quarantaine. Donc, ça veut dire que c'est une des réponses. Maintenant, est-ce que c'est du traçage systématique? Il y a même des gens qui viennent me montrer des choses très intéressantes sur les vaccins et la façon dont on peut utiliser certains types de vaccins pour vous mettre des soit nanopuces ou des traceurs tout au moins qui vont donner des informations sur votre localisation, mais aussi sur votre état de santé, pourquoi pas, etc., etc. Alors, encore une fois, est-ce qu'il y a une volonté supérieure de faire quelque chose comme ça? C'est possible pour prendre encore plus, vous manger encore plus de la valeur de votre travail, c'est tout à fait possible. Mais à titre personnel, je n'y crois pas vraiment. Je pense que l'érosion de nos libertés, elle s'est produite à partir des années 50, en 2 ou 3 générations de ventre mou qui, excusez-moi, mais n'ont pas assumer leurs responsabilités, qui ont voulu se dégager de leurs responsabilités en tant qu'être humain auprès des institutions qui nous gouvernent, auprès des systèmes sociaux dont nous sommes si fiers aujourd'hui. Mais, alors ils viennent me parler de liberté. Mais vous savez, nous devons comprendre une chose, c'est que les libertés sont la conséquence des responsabilités que nous sommes capables d'assumer. Si nous n'assumons pas nos responsabilités les plus élémentaires, il est bien clair que nous allons perdre nos libertés. Si nous assumons complètement et de façon autonome nos responsabilités, personne ne pourra nous enlever les libertés qui, je le rappelle, sont la conséquence du fait d'assumer ces responsabilités. Donc, c'est très bien de venir avec des théories du complot et autres, mais il ne faut pas
on peut être un peu paranoïaque par rapport à tout ça. C'est clair qu'on nous interdit ce qui fait de nous des êtres humains. On peut plus se serrer la main, on peut pas se réunir, on peut pas se prendre dans les bras. Bref, tout ce qui fait de nous des êtres humains, une espèce hautement collaborative, nous est interdit aujourd'hui. Oui, mais aller chercher dans un raisonnement très complexe, quasi paranoïaque, les raisons, je crois que c'est se tromper de bataille. Nous ne devons pas nous tromper de bataille. La bataille, c'est pour la réacquisition de nos responsabilités de base, ce qui engendrera les libertés qui vont avec. Et je vais vous donner quelques exemples. Dans le domaine de la santé, est-ce que c'est nous qui sommes responsables de notre santé, avec l'aide des médecins, bien entendu, mais nous sommes responsables de notre santé, pas les assureurs, pas les politiciens. Non, c'est notre responsabilité. Et nous devons exiger une simplification qui va éliminer 50% du coût de la médecine, à savoir à travers des mécanismes beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Je donne juste un exemple auquel je vous demande de réfléchir. Si à partir de l'âge de votre premier salaire, en général entre 15 et 25 ans, disons 20 ans, vous êtes obligé de mettre sur un compte de consignation, un compte bloqué, 5 à 7 ou 8% ou 10% même de votre salaire, et que vous ne pourrez utiliser cet argent que pour payer des frais associés à votre santé, frais médicaux, de l'aspirine, mais aussi l'opération cardiaque dont vous aurez besoin à l'âge de 55 ou 60 ans. Eh bien, vous allez vous responsabiliser parce que c'est vous qui mettez de l'argent, c'est votre capital. Il faut évidemment exiger le fait que ce capital soit transmissible à la génération suivante si, par malheur, vous veniez à disparaître dans le cadre d'un accident de voiture ou d'une mort subite, quelle qu'elle soit, sans aucun impôt. Donc ce capital doit être transférable à la génération suivante et constitue la base, le socle sur lequel vous allez payer pour les soins médicaux que vous souhaitez. Et ça évitera le gaspillage monumental qui existe aujourd'hui. Chaque fois que le médecin vous fait une ordonnance, ma fille, il y a quelques mois, se fait un peu mal à la gymnastique, elle a un gros bleu, un épanchement sanguin dans le mollet. On lui prescrit un tube d'héparine, un gadget comme ça, du style entre 80 et 100 €. Elle en a mis 4 ou 5 fois. Elle n'en a même pas utilisé la moitié, le reste a été mis à la poubelle. Et c'est comme ça de façon systématique. Donc, c'est notre responsabilité. La santé, c'est notre responsabilité. Si nous reprenons cette responsabilité et qu'elle est la nôtre, eh bien, on dilitera toutes les structures obsolètes et très coûteuses qui gravitent autour de la santé. Donc, c'est la base. Dans le domaine de l'éducation, on nous a volé l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, en Suisse, il est quasi pénal d'éduquer ses enfants selon son appréciation personnelle. Que les écoles soient obligatoires, c'est la base, il le faut. Mais les écoles sont là pour apprendre à lire, compter, écrire, éventuellement faire un peu de géographie, biologie, histoire. Mais en dehors de ça, l'éducation, c'est le propre des parents. C'est nous qui éduquons nos enfants. Ça n'est pas les États. Ça n'est pas les départements scolaires ou autres qui gravitent autour des politiques. Vous savez, dans le domaine de l'éducation, comme je l'ai déjà dit, ce sont des gens qui ont une vocation. Les gens qui enseignent sont le mieux à même de définir ce qu'il est important de faire dans le cadre de l'éducation des générations futures. Ce ne sont pas des psychologues, des politiciens qui doivent définir les programmes auxquels les pauvres professeurs, les instituteurs, les maîtres d'école sont inféodés et ne peuvent pas en sortir parce que sinon, ils se font virer. Cette standardisation, elle est délétère, elle nous vole notre capacité de prendre nos responsabilités. Vous saviez peut-être que les mémoires de fin d'études qui étaient faits par des étudiants dans les années 20-30 avaient une moyenne de mots, d'utilisation d'un nombre de mots qui était compris entre 4200 et 4800.
Les mêmes mémoires de fin d'études d'aujourd'hui, les étudiants, donc ce que vous faites, le mémoire à la fin de vos études universitaires, eh bien aujourd'hui, c'est entre 1200 et 2200 mots. Donc on a diminué de moitié pratiquement la richesse du vocabulaire par cette standardisation systématique. Et encore une fois, nous avons perdu notre capacité d'être responsables de l'éducation de nos enfants. Nous devons reconquérir cela. Il y a d'autres domaines dans lesquels, évidemment, on vous ment, mais gros comme une maison, et c'est dans le domaine énergétique. Dans le domaine énergétique, aujourd'hui, on vous fait payer sur l'essence que vous mettez dans votre voiture des taxes qui sont comprises entre 4 et 800%. Entre 4 et 800%, quand vous payez 2 francs, 2 euros ou 2 dollars à la pompe, vous devez savoir que le prix de revient du pétrole, en fait, se situe entre 20 et 30 centimes d'euros. Tout le reste, ce sont des taxes. Ce sont des taxes. Alors, si ces taxes étaient utilisées pour améliorer l'environnement, pour travailler à l'harmonie qui existe entre les êtres humains et son environnement, à la bonne heure, pourquoi pas? D'accord. Mais il faudrait encore en définir les budgets, l'allocation de ces budgets, qui en profite, quel impact ça va avoir aujourd'hui. Mais c'est l'opacité, le brouillard le plus total. On n'a aucune idée. Et on vient justifier de ces taxes en nous expliquant que c'est l'être humain qui est responsable du réchauffement climatique. Alors oui, bien sûr que l'être humain a un impact fort sur le réchauffement climatique, mais est-ce que c'est à travers le CO2? J'étais dans une conférence il y a quelques jours, et puis un des panélistes, à la fin, je lui dis, oui, mais est-ce que vous savez quel est le gaz qui est responsable de 70 à 80% de l'effet de serre global sur cette planète? Je le vois un petit peu, alors le CO2, le méthane, etc. Non. 70 à 85% de l'effet de serre global sur la planète, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau. Alors, le CO2, le méthane, toute une série d'autres gaz y contribuent, c'est une évidence. Mais si vous voulez véritablement abaisser la température de la planète, il va falloir bâcher les océans. Non, je plaisante. Bien entendu. Mais le point que je veux faire, c'est que le CO2 en lui-même n'est pas un polluant. Le CO2, c'est ce qui est utilisé par tout le règne végétal pour faire la photosynthèse. CO2, donc un atome de carbone qui est conservé pour fabriquer les structures ligneuses cellulosiques de nos végétaux, et 2 atomes d'oxygène qui partent dans l'atmosphère pour nous permettre, à nous, de réaliser nos oxydations. Donc, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus les végétaux sont contents. Et si vous voulez diminuer véritablement la quantité de CO2 dans l'atmosphère, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons arrêter de polluer les océans. Parce que le premier poumon de la Terre qui capte le CO2 pour libérer de l'oxygène, c'est pas la forêt amazonienne, c'est pas nos forêts ici en Europe, nos champs, non, c'est le phytoplancton. Je rappelle que les 2/3, pour faire simple, de la surface de la planète sont des océans. Et que le phytoplancton est partout. Eh bien, c'est le phytoplancton, à travers la photosynthèse, qui va amener une, entre guillemets, purification de l'air en termes de sa charge de CO2. Pardon. C'est une évidence. Mais pour vous faire avaler les 5, 7, 800% de taxes qu'on met sur l'énergie, eh bien, on vous explique que c'est parce que c'est de votre faute, c'est de notre faute. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sommes responsables de ça. Donc, le réchauffement climatique, c'est un état de fait. Mais est-ce que c'est les activités humaines, dans ce qu'elles ont de consommation énergétique, qui le provoquent? Vous devez encore vous rendre compte d'une chose, c'est qu'un volcan comme le Krakatoa, eh bien, va libérer dans l'atmosphère, en 48-72 heures, beaucoup plus de CO2 et de particules fines que l'ensemble des activités humaines pendant 2 ans.
Et des volcans, le Krakatoa, c'est pas chaque année, heureusement. Mais par contre, des volcans qui, cumulés, produisent dans l'atmosphère des quantités folles de CO2 et de poussière et autres, donc de dioxyde de soufre, etc., il y en a tout le temps, c'est en continu. Donc, encore une fois, il faut mener les combats que nous avons une chance de gagner. Et il ne faut pas se tromper de combat. Le combat aujourd'hui, c'est pas la paranoïa qui peut entourer la privation de liberté due au coronavirus. Non, le combat, c'est de se réapproprier des responsabilités qui sont les nôtres pour que les libertés qui y sont associées reviennent. Et nous ne pouvons pas blâmer les politiques ou qui que ce soit qui est dans une position où il peut utiliser son environnement pour se faire une super qualité de vie au travers du fait que nous avons abandonné la plupart de nos responsabilités. Nous devons nous unir. Nous devons comprendre les mécanismes sous-jacents et les libertés qui y sont associées reviendront de façon tout à fait naturelle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Paix à vous. Paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.